Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Lisa, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagnent plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Bonjour Arthur, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. J'avais super hâte de te rencontrer pour que tu nous fasses voyager à bord d'un train emblématique. Et c'est un bas mot puisque tu vas nous parler de l'Orient Express, qui a énormément d'histoires à raconter. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Arthur Mettetal, je suis historien spécialisé dans l'histoire des chemins de fer et le patrimoine industriel, technique et scientifique. Et je suis également commissaire d'exposition et je m'intéresse particulièrement aux archives et au patrimoine d'entreprise. En quoi ça consiste exactement ton métier ? Alors mon métier, c'est d'abord accompagner la construction d'une connaissance autour de l'Orient Express et de la Compagnie internationale des wagons-lits, qui est la compagnie qui a créé l'Orient Express en 1883. Et aussi, je m'intéresse beaucoup depuis de nombreuses années aux fonds d'archives de différentes entreprises, qui sont souvent des fonds d'archives un peu ignorés et qui sont parfois en danger, et qui constituent des véritables richesses que j'adore mettre en valeur. Donc ça, c'est vraiment le travail de commissariat d'exposition. Et donc, je m'intéresse à des fonds d'entreprises qui sont divers et variés, et notamment aux fonds iconographiques, et notamment à tout ce qui a été produit en termes de photographie. Donc, dans le cadre de ton métier, tu vas aller chercher des archives, tu vas voyager. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait notamment autour de la thématique de l'Orient Express et de la Compagnie des wagons-lits. En 2015, j'ai démarré une thèse à l'école d'études en sciences sociales au Centre de recherche historique sur la thématique de l'Orient Express, qui s'appelle donc Orient Express et compagnie, histoire et patrimonialisation d'une marque ferroviaire 19e-21e siècle. Et l'idée, c'était vraiment d'étudier la place de ce train au sein de la compagnie ferroviaire qu'il a créée. Donc ça, c'est vraiment la partie historique, mais aussi de travailler sur la manière dont ce train, expliquer la manière dont ce train est devenu un patrimoine, et même plus qu'un patrimoine, est devenu un objet culturel connu de tous et de toutes dans le monde entier. Alors avant, on va parler un petit peu de toi. Comme tu t'en doutes, chez Orail, on est totalement accro au train. Est-ce qu'on peut dire la même chose de toi ? Alors moi, j'ai toujours beaucoup pris le train depuis que je suis tout petit. Encore aujourd'hui, c'est vraiment mon moyen de transport privilégié, que je prends d'ailleurs même pour des longues distances. C'est-à-dire que maintenant, je ne prends plus du tout l'avion pour aller à Berlin, pour aller à Rome, pour aller à Vienne. Enfin, en tout cas, en Europe, c'est maintenant terminé pour l'avion. Et puis, je trouve qu'au-delà de l'impact que cela permet de ne pas avoir en termes de carbonisation, etc., c'est peut-être pas le bon terme, carbonisation, mais en tout cas, c'est vraiment le moyen de transport où on peut vraiment se poser, travailler, être complètement déconnecté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable pour moi, avec en plus, évidemment, une véritable appétence et passion pour les trains de nuit. Voilà, les trains de nuit, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et je suis vraiment ravi de pouvoir maintenant, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais de pouvoir se rendre à Berlin ou à Vienne depuis Paris, c'est vraiment des très bonnes nouvelles. Et comment t'en es venu justement à faire ce métier ? Le train, moi je suis pas, enfin voilà, j'ai toujours beaucoup pris le train, mais je suis pas un ferroviphile. Un fanat de train, on va dire. Je suis vraiment arrivé dans la thématique de l'histoire des chemins de fer et du patrimoine ferroviaire par la thèse. Et mon idée, au départ, c'était de faire une thèse qui soit à la fois une thèse théorique, mais aussi appliquée. Et c'est pour ça que j'ai privilégié une thèse sous un format qu'on appelle CIFRE. Donc CIFRE, c'est un dispositif qui permet de faire des thèses en entreprise. Donc ce qui permet pour le chercheur, le doctorant, d'être intégré à une dynamique d'entreprise. Et donc cette thèse, je l'ai faite dans une filiale à l'époque du groupe SNCF qui s'appelait Orient Express. Et donc ça m'a permis à la fois de conduire des recherches sur l'histoire de ce train et de la compagnie des wagons-lits, mais aussi de réfléchir à la constitution et à la manière dont le patrimoine de ce train s'est construit. Tout en ayant évidemment de la théorie et surtout beaucoup de pratiques, donc des projets de valorisation, des expositions, des éditions, des conférences. Et donc ça, c'était vraiment ce qui m'a amené sur le ferroviaire. Et ensuite, évidemment, l'Orient Express étant un sujet quand même passionnant et dans plein de thématiques. C'est-à-dire que c'est un train, une entreprise qui vont intéresser à la fois l'histoire technique, l'histoire de l'innovation, l'histoire culturelle, évidemment, l'histoire économique, évidemment aussi, et puis aussi l'histoire diplomatique. Donc c'est un peu
En fait, en s'intéressant au train Orient Express, on s'intéresse presque à une histoire totale avec un sujet au départ, mais qui ouvre des perspectives historiques absolument énormes. Et justement, tu es amené à travailler pour quel organisme ? Alors aujourd'hui, je travaille donc pour le fonds de dotation Orient Express, qui est un fonds de dotation qui a été créé en 2016 à l'initiative du groupe SNCF et de la société Orient Express, et qui est un fonds de dotation, donc un organisme d'utilité publique qui héberge, qui est devenu le propriétaire des archives de l'ancienne Compagnie internationale des wagons-lits et d'une collection d'objets historiques également. Et donc l'objet de ce fonds, c'est d'abord de valoriser les archives et la collection historique, mais aussi de mener des collaborations avec des institutions culturelles, avec des artistes, et de travailler encore et toujours à améliorer les connaissances autour de cette compagnie et du train Orient Express. Et justement, j'ai vu que récemment, tu as sorti un recueil d'archives photos sur l'histoire des voitures-restaurants dans les trains. Ça s'appelle Wagon Bar. Oui, tout à fait. Là, c'est encore une fois la richesse des fonds d'archives d'entreprise, notamment iconographiques, parce que c'est les choses les plus, on va dire, faciles à valoriser. Mais c'est vrai que ce fonds d'archives iconographiques de la Compagnie des Wagons-Lits avait d'abord donné lieu à une première exposition dans le cadre des rencontres de la photographie d'Arles en 2021, qui s'appelait donc Orient Express et compagnie, qui était vraiment une histoire visuelle et esthétique de la place de l'Orient Express dans la Compagnie des Wagons-Lits. C'était vraiment une très belle exposition. Et puis la Compagnie des Wagons-Lits, ne se résumant pas uniquement à l'Orient Express, elle a eu des activités dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine des agences de voyage, dans le domaine de la restauration, à la fois d'autres compagnies, mais aussi la restauration des autoroutes, les collectivités ou les aéroports. Et donc, en tirant le fil, dans ce fonds d'archives, on avait vraiment des matériaux absolument passionnants et riches autour de cette thématique de la gastronomie à bord des trains. Et donc, ça a donné lieu à une exposition cette année aux rencontres de la photographie d'Arles. Donc, c'est Wagon Bar, une petite histoire du repas ferroviaire. Donc, ça s'est terminé le 29 septembre, mais en effet, le livre permet que l'aventure continue et que cette exposition continue à vivre là dans les années à venir. Et le livre est déjà sorti. Ouais, le livre est sorti au mois de juin et l'exposition s'est déroulée donc du 1er juillet au 29 septembre. Et donc il y a aussi un autre livre qui va sortir bientôt. Oui, alors là je suis très content. Donc c'est vraiment la publication de ma thèse qui s'appelle donc Orient Express, une histoire et un patrimoine d'entreprise au pluriel, 19e, 21e siècle. Et donc ça, oui, c'est ma thèse qui sortira aux éditions Classiques Garnier au mois de décembre. Alors, nous aussi, on a une petite annonce à vous faire. Je voulais informer nos auditeurs que nous avons sorti un livre aussi, Voyager en train avec Courail, qui est édité chez Hachette. Vous pourrez y trouver 45 itinéraires sans avion et sans voiture. Il y en a pour tous les goûts, du week-end escapade au plus long séjour à travers le monde, comme par exemple la Tunisie et la Laponie. On y trouve également tout un tas de conseils pratiques, comme nos astuces pour payer vos billets au meilleur prix. Et c'est bien sûr le cadeau idéal à offrir pour convaincre vos proches de voyager autrement. Vous pouvez le commander sur le lien qu'on vous partage en description et je vous conseille de ne pas tarder car le nombre de tirages est limité. Revenons-en à nos wagons. Est-ce que tu peux nous raconter les origines de l'Orient Express et nous expliquer comment ce train est devenu un symbole du luxe et de l'aventure au fil du temps? Ce train est un projet d'un ingénieur qui s'appelle Georges Nagelmakers, donc qui est originaire de la ville de Liège. Et pour s'intéresser à l'histoire de l'Orient Express et sa création, il faut remonter un tout petit peu en arrière, puisqu'en 1869, comme d'autres, on va dire, jeunes hommes de bonne famille, Georges Nagelmakers est envoyé aux États-Unis par sa famille. Et à cette époque, on envoie des jeunes garçons aux États-Unis pour observer et expérimenter des choses qui n'existent pas encore en Europe. Et donc, en partant aux États-Unis, donc il expérimente une première chose, c'est le paquebot et la traversée transatlantique. Et en arrivant aux États-Unis, il découvre un concept américain qui s'appelle le sleeping car, donc la voiture-lit, qui a été inventé par George Mortimer Pullman, donc un Américain, et qui est en gros une véritable révolution, puisque c'est vraiment cet Américain qui va créer la voiture-lit qui permet donc de dormir dans un train, chose qui n'existait pas encore en Europe. Et donc, il peut l'observer et la tester, cette voiture-lit aux États-Unis, et donc il va décider, en revenant en Europe, d'apporter avec lui ce concept, et donc de le développer et de l'adapter au continent européen, et donc de créer des voitures-lits européennes. Et ce qui est vraiment très intéressant et très important, c'est qu'en fait, Georges Nagelmakers n'est pas un inventeur, c'est pas quelqu'un qui a inventé, c'est pas un génie qui aurait inventé quelque chose d'extraordinaire, c'est bien sa part de génie, c'est vraiment plutôt de se dire je vais ramener un concept, je vais l'adapter et le développer sur le continent européen. Et donc cette adaptation et
cette attitude, en fait, ça intègre un phénomène à l'époque qui s'appelle l'américanisme, qui est en gros le fait d'aller observer des choses aux États-Unis et de les ramener. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils ramènent la voiture-lit, mais c'est tout un ensemble de concepts qui vont avec. Donc c'est par exemple comment on communique autour de la voiture-lit, comment on organise un système ferroviaire autour de la voiture-lit, comment on va garantir le luxe de ces voitures-lit à travers l'Europe. Donc c'est vraiment l'origine de l'Orient Express. Alors avant l'Orient Express aussi, il crée sa compagnie, donc la Compagnie internationale des wagons-lits en 1876. Et ce n'est qu'en 1883, donc quelques années plus tard, que l'Orient Express devient le premier vrai grand train de cette compagnie. Et donc ce train en 1883 relie Paris à Constantinople dans les premières années, les premiers mois en 81 heures. Et c'est vraiment en effet une révolution qui va en fait poser les principes de cette future compagnie et des futurs trains que la compagnie va développer autour de l'Orient Express. Les caractéristiques de ce train, en tout cas quand il est mis en service, c'est qu'évidemment, à l'époque, les voyages internationaux sont vraiment compliqués, notamment d'un point de vue ferroviaire. Il y a non seulement donc des empires et États qui sont pas forcément dans des relations très bonnes. On pense notamment à la Prusse et la France, la guerre de 1870 qui complique vraiment les relations entre États et empires. On prend l'exemple de la France. Avant 1938 et la création de la SNCF, chaque territoire, si on prend l'exemple de la France, est divisé en plusieurs réseaux ferroviaires. Donc avant la SNCF, vous avez la Compagnie du Nord au nord, la Compagnie de l'Est à l'Est, la Compagnie du Midi, la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, etc. Donc vous avez tout un système, un morcellement du système ferroviaire, à la fois entre les grands empires et les grands États, mais aussi à l'intérieur même de ces États. Et donc il faut imaginer que pour faire circuler un train entre Paris et Constantinople, en fait, on va avoir un certain nombre d'interlocuteurs et c'est beaucoup plus compliqué que si on avait uniquement une compagnie ferroviaire nationale. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est, à l'époque, vraiment révolutionnaire, de pouvoir mettre autour de la table toutes ces compagnies ferroviaires en leur expliquant, en leur demandant d'organiser avec vous un train qui va relier deux grandes capitales occidentales et orientales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'entrepreneuriat, on va dire, et d'une manière de pouvoir convaincre de la nécessité de créer ces liaisons internationales. Ce qui est aussi très intéressant dans le lancement du train Orient Express, c'est la manière dont George Nagelmakers va utiliser ce train pour promouvoir les activités de sa future compagnie, enfin de sa compagnie. Et je pense notamment donc à 1883, donc à octobre 1883, donc le 4 octobre, c'est l'inauguration officielle du train. Et en fait, on assiste vraiment à un voyage de presse. Le train circule depuis juin 1883, mais on choisit donc la date du 4 octobre 1883 pour faire une inauguration officielle. Et en fait, George Nagelmakers va convier dans ce voyage inaugural des directeurs de compagnies de chemin de fer, des hommes politiques, des journalistes, des artistes. Et en fait, il va faire de ce voyage une caisse de résonance presque communicationnelle et marketing pour que toutes ces personnes parlent ensuite de ce voyage, à la fois dans la presse, à la fois auprès des salariés, des cadres, des dirigeants des compagnies ferroviaires et aussi pour avoir des soutiens politiques. Et donc, on a vraiment l'acte fondateur de ce mythe qui démarre avec ce voyage inaugural du 4 octobre 1883. Oui, parce qu'effectivement, ça a dû énormément renforcer les liens entre l'Occident et l'Orient. Quel était le trajet du coup, les différents points de ce train? En 1883, le train Orient Express, sa route principale, en fait la première, c'est vraiment Paris-Constantinople. Mais les premiers mois de ce train, en fait, il y a quelques ruptures, quelques transbordements. Donc, en tout cas, si on parle du voyage inaugural, c'est vraiment Paris, Strasbourg, Munich, Vienne, Budapest. Et ensuite, on se rend à Bucarest en Roumanie. Et à Bucarest, on change de train pour aller à la frontière avec la Bulgarie. Et on va donc à Giurgiu, donc c'est vraiment une toute petite ville au bord du Danube. On prend un bac pour traverser le Danube pour aller à Roussé, donc qui est la ville qui est en face de Giurgiu, donc en Bulgarie. Et ensuite, de Roussé, on prend un petit train qui conduisait les voyageurs jusqu'à la mer Noire. Et donc, de Varna à la mer Noire, on prend un bateau à vapeur qui nous emmenait à Constantinople. Donc ça, c'est le premier voyage qui, du coup, n'est pas totalement complet d'un point de vue ferroviaire. Mais très rapidement, en 1889, on a la route qui devient entièrement ferroviaire, sans rupture de charge ni transbordement. Et donc, enfin, une fois qu'on arrive à Budapest, on passe par Belgrade, ensuite par Sofia et ensuite par Constantinople. Donc ça, on va dire que c'est la route principale de l'Orient Express entre 1883 et la Première Guerre mondiale. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi quand on
parle de l'histoire de l'Orient Express, c'est qu'en fait, il y a plusieurs Orient Express. Il y a cet Orient Express, qu'on va dire l'Orient Express historique, qui passe par l'Europe centrale. Et en fait, on a un deuxième grand Orient Express qui, lui, est créé en 1919, qui s'appelle le Simplon Orient Express. Pourquoi Simplon ? Tout simplement parce que le tunnel du Simplon est créé en 1905, et donc qui permet de franchir les Alpes par le sud. Et donc, on rajoute la dénomination Simplon devant Orient Express. Mais en fait, ce Simplon Orient Express, c'est vraiment une volonté des Alliés, vainqueurs de la Première Guerre mondiale, d'isoler l'Allemagne vaincue. Et donc, ils décident de créer une nouvelle liaison transcontinentale qui passe par le sud et qui isole l'Allemagne. Et donc désormais, la route, enfin le trajet de ce train, c'est une branche qui peut partir de Londres, Paris, Lausanne, Milan, Venise, ensuite on passe en ex-Yougoslavie, Belgrade, Sofia, et on rejoint Constantinople, avec deux autres branches, une branche qui va à Bucarest et une branche qui va à Athènes. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir qu'en fait l'Orient Express, c'est pas uniquement un train, déjà il faut le considérer plus comme un service ferroviaire. En fait, si je prends un exemple contemporain, c'est plus se dire, voilà, un Paris-Lyon, dans une journée, on va avoir X TGV qui circulent sur ce service ferroviaire. Et ben, l'Orient Express, progressivement, c'est pareil. C'est un service ferroviaire qui organise les liaisons entre l'Europe occidentale et la porte de l'Orient, Constantinople, qui deviendra Istanbul. Et donc, on a plusieurs trains dans ce service, et même plusieurs services, puisqu'on a l'Orient Express, le simple Orient Express, puis d'autres qui vont apparaître, l'Arlberg Orient Express. Donc, c'est un objet plus complexe qu'un seul train, comme on pourrait l'imaginer. Oui, parce que c'est vrai que moi, j'imagine que c'est un train, et qu'après, comme effectivement, c'est devenu une marque, qui a deux trains, en fait, qui se sont créés autour avec le même nom de marque, du coup. J'ai du mal quand même à saisir la différence entre ces autres trains qui sont apparus avec le même nom et l'Orient Express. Ben, ça, c'est vraiment c'est là où on bascule, on va dire, de l'histoire au patrimoine. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les Orient Express qu'on va qualifier d'historiques, alors quand je dis historique, c'est les services ferroviaires qui sont opérés par la compagnie des wagons-lits, en fait, sont des services ferroviaires réguliers, c'est-à-dire qu'ils partent à horaires fixes. On a les horaires bien à l'avance, et puis chacun peut acheter un billet de train. Donc c'est vraiment, et le but du trajet en train, c'est le déplacement, c'est vraiment d'aller d'un point A à un point B. Sachant qu'encore une fois, l'Orient Express, on a toujours en tête Paris-Istanbul, Paris-Constantinople, mais c'est aussi presque un omnibus européen, puisqu'il passe par toutes les grandes capitales européennes. Donc il était possible de faire juste Paris-Vienne, enfin Vienne-Budapest, etc. Et donc, en fait, à partir de 1977, c'est la fin de l'Orient Express qu'on va qualifier d'historique régulier, commercial. Et en fait, à partir de 77, on a une autre partie de l'histoire qui va débuter, et qui va être en fait l'utilisation du nom Orient Express pour des projets de croisière nostalgique sur rail. C'est-à-dire qu'on passe de trajets commerciaux réguliers avec des horaires fixes, en fait, à des prestations à destination d'une clientèle touristique, et dont l'objet principal n'est plus d'aller d'un point A à un point B, mais en fait de vivre une expérience à bord du train. Et donc ça, c'est vraiment la fin des années 70 et le début des années 80, en fait, qui voit une nouvelle pratique touristique émerger, une pratique touristique ferroviaire, qui est donc la croisière ferroviaire de luxe, en fait. Et c'est là, en fait, où on bascule dans un nouveau grand chapitre de l'histoire des Orient Express, qui ne sera plus un train régulier, commercial, et qui sera vraiment un train à destination d'une petite frange de touristes plutôt fortunés. Et à l'époque, justement, qu'est-ce qui différenciait l'Orient Express des autres trains de luxe de son époque ? La compagnie des wagons-lits, avec son Orient Express, va installer le luxe ferroviaire sur le continent européen. Et donc le luxe ferroviaire, moi je dirais qu'il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est je dirais que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est bien la sécurité. La sécurité, c'est vraiment quelque chose, et il faut se remettre dans le contexte du milieu et de la fin du 19e siècle. Dans le ferroviaire, la sécurité, c'est quelque chose de précieux. Et donc, la première promesse de la compagnie des wagons-lits à ses clients, c'est de dire, vous allez voyager en toute sécurité. C'est déjà quelque chose. En plus, quand on sait qu'on fait des trajets très très longs et qui traversent plusieurs territoires. La deuxième chose, c'est aussi le confort. Donc, le confort, c'est que les voitures de la compagnie des wagons-lits, les voitures lits, les voitures restaurants, et plus tard les voitures salon dites Pullman, sont vraiment confortables. Et le confort, il est à la fois visuel, et puis il est à la fois, physique. Donc on a un décor avec des boiseries, des marqueteries, du cuir,
des peintures, et ensuite on a un mobilier, des fauteuils, des lits, des couettes, enfin etc. En tout cas, la promesse de la compagnie, c'est vous allez dormir aussi bien que dans un bon hôtel parisien. Et enfin, il y a aussi évidemment la gastronomie, à la fois les arts de la table, mais aussi le service et aussi l'offre gastronomique, pardon. Et donc ça, c'est vraiment toutes les caractéristiques qui conduisent à au fait qu'on puisse parler de luxe ferroviaire. Et donc la voiture-restaurant, c'est vraiment les arts de la table. Donc on fait appel à des maisons, Christophe, Hercuis, Baccarat pour les objets d'approvisionnement, donc les verres, la vaisselle, l'argenterie, etc. Et on a aussi des menus qui sont tout à fait, à l'époque, en tout cas l'idée c'est de manger dans les trains de la compagnie comme dans une bonne table parisienne. Et l'autre chose, c'est vraiment le service. Donc dans les voitures-restaurants, vous avez ce qu'on appelle les brigades, un cuisinier, son commis, et ensuite on a un maître d'hôtel et des serveurs. Donc c'est vraiment le service au service de la clientèle. Et on a un autre personnage qui est très important, notamment dans les voitures-lits, qui s'appelle le conducteur, donc qui n'est pas celui qui conduit le train. Ça, c'est le mécanicien. Et le conducteur, lui, il a à sa charge tous les passagers, tous les clients d'une voiture-lit. Et il est vraiment au service de tous les passagers de la voiture-lit. Donc on voit bien que service, art de la table, gastronomie, sécurité, confort, c'est vraiment ce qui résume un petit peu le luxe ferroviaire à cette époque et ce que va installer la compagnie des wagons-lits sur le continent européen. Et ça coûtait combien à l'époque de prendre ce train ? Aujourd'hui, par exemple, on sait que c'est autour de 2000 €, je crois. Oui, alors, c'est clair. Aujourd'hui, on est encore une fois, sur des expériences. Donc, on est plutôt plusieurs milliers d'euros pour une nuit, plus une journée, 2 journées à coller à la nuit. Mais on n'est pas du tout sur cet ordre de prix. En tout cas, d'un point de vue historique, on était vraiment sur des prix beaucoup moins élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui avec la relance des trains de nuit de luxe à travers l'Europe. Et du coup, je me demandais quel type de microcosme on pouvait trouver à l'intérieur de ce train. Des aristocrates, des espions. Alors, à l'intérieur de l'Orient Express, comme les autres trains de la compagnie, on va suivre aussi, les passagers, la clientèle va suivre aussi l'évolution du tourisme de la fin du 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, si on s'arrête à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, au départ, on a en effet d'abord des personnes qui souhaitent se rendre notamment à Constantinople, donc qui sont plutôt des gens de bonne famille, aristocrates ou bourgeois, pour qui Constantinople constitue un fantasme ou presque une aventure, puisque à l'époque, vraiment, et c'est ce que met la compagnie en avant, c'est que en prenant l'Orient Express, la compagnie donne la possibilité aux Occidentaux de vivre l'orientalisme, qui est vraiment un courant qui se développe d'ailleurs en Europe occidentale. Mais là, pour le coup, il est possible d'aller à Constantinople et d'être sur place et de vivre ce courant et tous les fantasmes qui sont associés dans cet empire ottoman. Et ensuite, avec le développement du tourisme international, la compagnie devient, et son train Orient Express sont des acteurs majeurs du développement du tourisme à la fin du 19e et tout au long du 20e. On a d'abord aussi, des employés occidentaux qui travaillent dans les ambassades, dans les légations et dans les entreprises tout au long du parcours, mais aussi à Constantinople. Et puis on a également progressivement, ce qu'on va appeler très progressivement des touristes qui vont se rendre à Constantinople, sachant que, encore une fois, Constantinople, il faut bien avoir en tête que ce n'est que la porte de l'Orient. Et en fait, Constantinople, ensuite, une fois qu'on est à Constantinople ou à Istanbul, on est au début d'un nouveau voyage, encore plus en Orient et au Moyen-Orient. Et donc, cette clientèle, elle va même presque progressivement se démocratiser, ça suit la démocratisation du chemin de fer, notamment dans l'entre-deux-guerres à partir de la fin des années 20. Et donc elle évolue avec ces grandes évolutions liées au tourisme et à la mondialisation. Et justement, je me demandais aussi quelle influence l'Orient Express a eu sur les autres réseaux ferroviaires européens. Est-ce qu'il a contribué, par exemple, à moderniser ou démocratiser le transport en train à travers le continent ? Tout à fait. Ça, c'est vraiment une part importante de l'histoire de l'innovation et des techniques. C'est que, en fait, en mettant en circulation des voitures luxueuses, et notamment en les faisant circuler sur des réseaux différents. Et donc c'est là la grande part de l'histoire technique et de l'innovation de cette compagnie et de son train Orient Express notamment, mais avec d'autres trains. C'est qu'en fait, il a fallu aussi uniformiser et faire que les réseaux s'entendent pour faire circuler un matériel qui soit identique sur des trajets aussi longs. Et donc la compagnie des wagons-lits, elle a vraiment participé, en tout cas à l'amélioration évidemment des conditions pour les passagers, mais aussi à l'amélioration technique du matériel roulant ferroviaire. Je prends un exemple tout simple.
c'est par exemple la compagnie des wagons-lits qui va introduire sur le continent européen le bogie, ce qu'on connaît, le chariot sur lequel repose la caisse de la voiture et qui va permettre de prendre des courbes plus importantes et aussi d'avoir un confort de voyage plus important puisqu'on amortit les chocs. Donc c'est bien la compagnie des wagons-lits qui introduit le bogie, donc qui ne le crée pas encore une fois, mais qui en fait l'introduit, qui l'utilise pour la première fois sur le continent européen. Et ensuite, les compagnies ferroviaires européennes vont le généraliser. Donc on voit bien là la manière dont la compagnie va permettre, enfin en tout cas va être un acteur important de la diffusion de la technologie ferroviaire sur tout le continent européen. Parce que du coup, oui, c'est ça, je me demandais par rapport à la signalétique, c'est pas facile même encore aujourd'hui de faire circuler des trains inter-européens. C'est vraiment une grosse difficulté encore. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont dû mettre en place, je pense, techniquement, des choses hyper techniques. En fait, pour faire circuler des trains internationaux, dont l'Orient Express, on avait vraiment des conférences internationales avec les différents réseaux qui organisaient la circulation entre Paris et Constantinople et qui donc se mettaient d'accord à la fois sur les horaires, mais aussi sur la manière dont le matériel roulant devait être capable, enfin en tout cas capable, en tout cas les normes auxquelles devait répondre un matériel ferroviaire pour circuler sur tous les réseaux. Et là, on touche au cœur du système ferroviaire encore aujourd'hui, c'est la difficulté pour un train de nuit, pour des trains internationaux, de répondre aux normes ferroviaires des différents pays traversés. Et ça, c'est vraiment une difficulté inhérente aux ferroviaires de tout temps et qui continue encore aujourd'hui et qui constitue vraiment un enjeu majeur pour la recirculation de trains de nuit à travers le monde. Ouais. Enfin, en tout cas, d'abord à travers l'Europe. Pourquoi d'ailleurs l'Orient Express a arrêté de fonctionner, de circuler en 1977 ? Alors, l'Orient Express a cessé ses liaisons commerciales. En tout cas, la dernière liaison Paris-Istanbul direct cesse en 1977. Et en fait, c'est pour plusieurs raisons qui sont d'abord des raisons géopolitiques, enfin politiques et diplomatiques et géopolitiques. Puisqu'en fait, en 77, on est presque à la fin, mais pas tout à fait, donc de la guerre froide. Et donc, en fait, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les trains de luxe de la compagnie, enfin, en tout cas, l'Orient Express, va rencontrer des difficultés. Alors, il faut quand même se rendre compte que ce train-là va continuer à circuler après la Seconde Guerre mondiale, entre Paris et Istanbul. Et donc, c'est quand même un cordon important, puisqu'il passait par l'ex-Yougoslavie, qui reliait encore, malgré le contexte géopolitique, l'Europe occidentale et Istanbul. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de difficultés pour le passage de frontières, etc. On a aussi des personnes qui prennent de moins en moins le train, qui vont privilégier l'avion, évidemment, mais aussi la voiture individuelle. Et donc, tout ça conduit, en fait, au fait que cette ligne ce service devient de moins en moins rentable et la compagnie va tout simplement décider d'arrêter l'Orient Express, en tout cas dans sa liaison directe entre Paris et Istanbul en 1977. Et en parlant de conflit, justement, je me demandais si ce train avait eu un rôle particulier durant la Première Guerre mondiale, la Seconde. Alors, dans les deux guerres mondiales, évidemment, il a été impacté, évidemment en tant que train international reliant en plus autant de territoires. La Première Guerre mondiale, ce qui est assez intéressant quand on étudie ce train-là, c'est la manière dont ce train qui, en tout cas entre 1883 et la Première Guerre mondiale, passe par l'Europe centrale, va être un enjeu majeur en termes d'influence. Ce qui est aussi important, c'est de bien se rendre compte que le rail et le ferroviaire sont des instruments au service du pouvoir politique. Voilà, le rail, c'est vraiment un outil stratégique pour les États et les empires. Et donc, en tout cas, pendant la Première Guerre mondiale, on se rend compte que les liaisons internationales et l'Orient Express sont stratégiques. Et c'est pour ça qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a vraiment une lutte d'influence énorme entre l'Allemagne vaincue, donc qui part quand même avec un handicap, et les Alliés pour remettre en circulation ce train, mais pour faire qu'il ne passe plus par l'Allemagne. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, qu'on crée le simple Orient Express. Mais c'est vrai que ce train cristallise les enjeux, tout simplement parce que il est international et que le rail, à l'époque, est vraiment un outil stratégique. La Première Guerre mondiale aussi, ce qui est intéressant quand on y pense, c'est aussi une sorte de démystification de l'Orient Express, parce qu'on a souvent cette image de la signature de l'armistice dans une voiture, dans un wagon, enfin dans une voiture du train Orient Express. Et en fait, c'est pas le cas. Donc c'est bien dans une voiture de la compagnie des wagons-lits que la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale est signée, et non pas dans une voiture Orient Express, mais on voit que progressivement, c'est le train Orient Express qui va résumer toutes les activités, qu'elles soient ferroviaires ou non,
de cette compagnie. En fait, de l'histoire de la compagnie, on ne va retenir que l'Orient Express. Et donc ça, c'est un peu la thématique de pourquoi ce train est devenu à un moment donné un objet culturel et connu de tous, quoi. Il me semble qu'il reste encore quelques voitures de l'Orient Express. Comment elles sont préservées ? Ça, c'est encore une des spécificités importantes à préciser, c'est qu'en fait, l'Orient Express n'a pas de voiture attitrée. Voiture en France, c'est pour les passagers, pour les humains. Et wagon, c'est pour les marchandises. Et en fait, en Belgique, wagon, ça désigne à la fois les marchandises et à la fois les passagers. La compagnie s'appelle Compagnie des Wagons-Lits parce qu'elle est belge. Et du coup, voilà, nous, on parle plutôt de voitures. Et donc, ouais, en fait, il reste beaucoup de voitures de la Compagnie des Wagons-Lits, mais en fait, les voitures n'étaient pas attitrées à un train. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir et avoir en tête, c'est que les voitures de la Compagnie des Wagons-Lits sont interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser à la fois sur le train Orient Express, mais ensuite sur d'autres trains, le Sud Express qui partait à Lisbonne, le Nord Express qui partait à Saint-Pétersbourg, enfin, etc., etc. Donc, en fait, d'un point de vue du matériel roulant, l'Orient Express n'a pas de spécificité. Il est vraiment comme les autres trains de la compagnie, avec un matériel certes luxueux, mais qui n'est pas, il n'est pas logoté Orient Express. C'est bien la dénomination de la Compagnie des Wagons-Lits et le logo de la compagnie, enfin le monogramme de la compagnie qui est sur les voitures. Et donc oui, donc les voitures de la Compagnie des Wagons-Lits, il en reste un certain nombre à travers le monde. Alors il y a plusieurs catégories, on va dire, de voitures et de manières de les envisager, de les conserver aujourd'hui. La première manière, c'est ce que j'appelle plutôt un patrimoine officiel. Donc des voitures qui sont classées ou inscrites au titre des monuments historiques. Alors, soit qui sont en état de rouler, mais ce qui implique un certain nombre de contraintes en termes de maintenance et de maintien en conditions de circulation. Donc, par exemple, la SNCF possède une rame de 7 voitures historiques, dont 4 sont classées au titre des monuments historiques, qui peut rouler. On a aussi des voitures qui sont dans des musées. Je pense donc à la Cité du Train à Mulhouse, qui abrite, en tout cas exposé 2 voitures dans le parcours permanent, et donc un certain nombre de voitures comme ça qui sont réparties dans différents musées à travers l'Europe. Et ensuite, les autres acteurs de la préservation de ce type de matériel roulant, c'est les associations. Pour le coup, la plupart les maintiennent en état de circulation, et les utilisent pour des circulations temporaires, pour des dîners ou des déjeuners à bord, enfin des expériences. Et on a un certain nombre de voitures de la Compagnie des Wagons-Lits qui sont réparties en fait dans toute l'Europe et qui sont pour la plupart sauvegardées par des associations de sauvegarde du patrimoine ferroviaire. Et ensuite, vous avez une autre catégorie d'acteurs, enfin donc des propriétaires privés, mais aussi des entreprises. Donc j'ai parlé de la SNCF, mais vous avez évidemment le groupe Accor qui relance un certain nombre de projets ferroviaires, dont un nouvel Orient Express. Vous avez le groupe Belmont qui appartient au groupe LVMH, qui a aussi le train Venise-Simple Orient Express. Donc vous avez tout un écosystème d'acteurs qui se sont rendus propriétaires de ces voitures historiques datant des années 20 et qui ont relancé, enfin qui ont sauvegardé et qui sauvegardent encore avec donc différentes manières de sauvegarder, soit de l'exploitation commerciale, soit de l'exploitation muséale, soit enfin voilà, plein de possibilités différentes. Est-ce que toi personnellement tu as déjà croisé des archives de l'Orient Express du coup dans le cadre de tes recherches Ah oui, moi j'ai eu vraiment une chance énorme de pouvoir travailler à partir du fonds d'archives de la Compagnie des Wagons-Lits, qui est un fonds d'archives absolument exceptionnel. Et donc, c'est à partir de ce fonds, d'ailleurs, que j'ai pu travailler sur ma thèse. Et donc, oui, à l'intérieur, évidemment, de ce fonds de la Compagnie des Wagons-Lits, on trouve des archives qui sont consacrées à l'Orient Express, qui vont être des tableaux horaires, qui vont être des compositions de matériel, qui vont être de l'histoire technique, comment on maintient tel ou tel matériel, qui vont être des questions de clients, de passagers, enfin voilà, plein de choses qui vont permettre de reconstituer l'histoire de ce train dans l'histoire d'entreprise de la Compagnie des Wagons-Lits. Alors, l'Orient Express a également beaucoup inspiré les œuvres de littérature. On retient par exemple Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Pourquoi ce train, d'après toi, il a autant inspiré les écrivains et les cinéastes ? Enfin, une de ses principales spécificités, si on remonte vraiment à sa création, donc on l'a vu, c'est pas nécessairement le matériel, c'est pas nécessairement le luxe qui lui est attaché, c'est le fait qu'il soit d'abord le premier grand train de luxe de la Compagnie des Wagons-Lits, donc c'est vraiment lui qui va amorcer le développement de cette compagnie et de tous ces autres trains de luxe, mais surtout, c'est sa destination, Constantinople. Donc à partir du moment où il est créé, on a déjà
associe à ce nom le fantasme de l'orientalisme et de tout ce que représente Constantinople et l'Empire ottoman dans les têtes des Occidentaux. Et donc la compagnie va évidemment s'appuyer sur cet imaginaire et tous les fantasmes qui sont liés à cette ville pour communiquer, donc sur des affiches, sur des brochures, etc. Et puis, évidemment, la date importante, c'est 1934, avec Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Donc là, encore une fois, c'est très, très intéressant. Elle a vraiment pu prendre le simplon Orient Express, c'est le deuxième train qui a été créé après la Première Guerre mondiale, pour rejoindre notamment son mari qui était archéologue et qui faisait des fouilles au Moyen-Orient. Et donc, elle a expérimenté ce train. À partir des années 20, on a ce qu'on appelle des voitures qui s'appellent Helix, donc des voitures Helix pour luxe, qui comportent 10 cabines, 10 compartiments. Et ce qui est très intéressant dans ces compartiments, c'est qu'en fait, il est possible soit d'avoir un compartiment pour 2 personnes, soit d'avoir un compartiment pour 4 personnes. Et pour le 4 personnes, on peut donc ouvrir une porte qui se situe entre les 2 compartiments de personnes. Et donc là, dans cette presque architecture d'intérieur, enfin ce design intérieur de voiture, on a quelque chose qui se cristallise autour du fait de pouvoir tout simplement communiquer avec un autre compartiment à l'intérieur même d'un compartiment plus grand. Et donc là, toutes les intrigues sont imaginables à partir de ce moment-là. Au-delà de cette configuration, va s'appuyer sur un événement réel qui est en gros des conditions climatiques extrêmes en 1929 qui vont bloquer un certain nombre de pays en Europe à cause de tempêtes de neige, d'inondations, etc. Et donc elle va s'appuyer sur cette réalité atmosphérique, on va dire, pour créer l'intrigue autour de ce train, sachant que la presse, et notamment le journal Illustration, en 1929, parle de Simplon Orient Express bloqué dans la neige en Turquie. Donc en fait, elle s'inspire de faits réels. Elle va utiliser ce train-là qu'elle a expérimenté, le fait que l'intrigue soit possible du fait de la configuration des compartiments. Et donc elle va sortir ce roman. Et en fait, dans ce roman, le héros principal, c'est le train. Enfin, c'est l'Orient Express. Donc elle supprime évidemment Simplon pour ne garder qu'Orient Express pour un plus fort impact. Et à partir de 1934, ce train est en effet le héros du roman. Il est traduit dans toutes les langues, il est distribué dans le monde entier. Et à partir de ce moment-là, encore plus qu'avant, un certain nombre de personnes ont en tête l'Orient Express et connaissent le nom de ce train. Et j'imagine en plus que dans ce train, il y avait des personnes très importantes, des personnes politiques, et du coup peut-être des espions. Je ne sais pas s'il y a eu justement des faits divers qui ont pu aussi inspirer des œuvres de littérature ou de cinéma. Alors, il y a plein d'histoires, plein d'intrigues, plein de personnages célèbres, plein d'événements qui auraient eu lieu dans l'Orient Express. Donc, je pense qu'il y a 3 niveaux. C'est que la première chose, c'est que il y a plein de choses qui se sont sûrement passées, mais en fait, qui se sont passées dans des trains de la Compagnie des Wagons-Lits. C'est juste qu'aujourd'hui, on résume ça dans un seul train, l'Orient Express. Et donc, il a en gros phagocyté cette histoire et récupéré tout ce qui avait été en lien avec les autres trains de la compagnie. Après, il y a beaucoup de choses, évidemment, qui sont fantasmées, en tout cas, qui ne sont pas prouvables à partir des archives. Mais si je reprends l'exemple d'Agatha Christie et de ces Orient Express coincés dans la neige en 1929, il y a, par exemple, ça c'est vraiment la richesse et le bonheur du travail en archives. Les archives de la compagnie abritent une lettre de remerciement des passagers du train bloqués dans la neige. Et donc c'est une lettre qui explique, qui témoigne de la gratitude des passagers envers le personnel de la Compagnie des Wagons-Lits, enfin du personnel du Simple Orient Express de ce train coincé dans la neige, de leur professionnalisme, etc., etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les signatures. Enfin, on a la vingtaine de signatures des passagers. Et oui, on se rend compte quand on fait les recherches, qu'on a des employés d'ambassade, on a des personnes de la haute bourgeoisie, etc., etc. Donc voilà, quand on a des documents comme ça, c'est vraiment, vraiment très précieux. Mais si on prend un autre exemple, qui est souvent cité quand on parle de l'Orient Express, c'est le fait que l'Orient Express ait subi un attentat, que le train aurait déraillé, etc. Et puis que Joséphine Baker était à bord et qu'elle aurait chanté pour les passagers blessés, etc. Et en fait, voilà, après, c'est le travail de l'historien. En tout cas, les archives ne font pas mention de tout ça et donc on n'a aucune trace de cela. Par contre, évidemment, on a la trace d'un attentat d'indépendantistes bulgares qui ont en effet attaqué l'Orient Express ou le Simple Orient Express à une époque. Mais on se rend bien compte qu'à partir d'un événement
certes important, mais voilà, qui ne va pas plus loin qu'un attentat et sans réel impact sur la circulation et sur les passagers. L'Orient Express va provoquer le fait qu'on va en rajouter et on va évidemment coller à ces histoires, les rendre plus folles et les plus croustillantes possibles parce que l'Orient Express est devenu un objet culturel qui fait rêver. Toi, il y a une histoire justement comme ça qui a pu se passer, enfin qui te fascine particulièrement, ou une anecdote célèbre en tout cas quelque chose qui t'a particulièrement fasciné. Ouais, dans cette histoire, il y a vraiment une chose qui m'a particulièrement passionné. Alors finalement, c'est plus vraiment l'Orient Express, mais en fait, on peut considérer que ça allait quand même un petit peu. C'est la création en 1930 d'un autre train. Donc en fait, avec les Orient Express, on arrive à Constantinople en Istanbul, à la gare de Sirkeci, qui est située juste en dessous, vraiment pas loin de Sainte-Sophie, au pied de Sainte-Sophie, etc. Et donc, on est bien sur la rive européenne. Et en 1930, le Taurus Express est créé. Et donc, à partir de Sirkeci, on prend un bac et on va à la gare d'Haïder Pacha, qui est sur l'autre côté du Bosphore, qui est de l'autre côté du Bosphore, sur la rive asiatique. Et à partir de ce moment-là, donc à partir de 1930, on peut, depuis Haïder Pacha, rejoindre Bagdad et le Caire en train de luxe de la compagnie des wagons-lits. Pour moi, 1930, c'est vraiment fascinant parce qu'on a vraiment, entre le simple Orient Express et le Taurus Express, on a un réseau ferroviaire absolument incroyable qui fait que on peut relier Londres, Paris, Le Caire et Bagdad en 7 à 8 jours. Et en fait, on se rend compte c'est typiquement quand on réfléchit à l'heure actuelle, la difficulté que c'est de traverser les frontières, etc. Le contexte géopolitique actuel de ces territoires au Moyen-Orient, on se dit, mais c'est incroyable qu'en 1930, il était possible de relier ces grandes capitales en 7 et 8 jours. Je trouve ça absolument fascinant. Est-ce qu'il y a un grand héritier de l'Orient Express aujourd'hui? Plusieurs héritiers de l'Orient Express. Pour moi, il y a d'abord des héritiers qui vont s'articuler autour de relance de trains de nuit. Donc oui, des entreprises de relance de trains de nuit classiques, comme Midnight Train, qui malheureusement n'a pas pu se faire pour plein de raisons. On a aussi, alors évidemment, on n'est pas dans le domaine luxueux, mais des entreprises des entreprises ferroviaires comme EBB avec leur Nightjet qui sont, qui ont quand même un réseau aujourd'hui de trains de nuit à travers l'Europe qui est très très intéressant. Et d'autres acteurs là qui émergent évidemment, même SNCF qui relance certains trains de nuit, notamment en France. Et ensuite, vous avez des grands héritiers de l'Orient Express qui, eux, s'articulent autour de la dimension luxueuse. Soit une dimension nostalgique, et là on parle par exemple du Venise Simple Orient Express, du groupe Belmont qui propose d'abord une expérience presque intemporelle de vivre une expérience des années 20 à bord du Venise Simple Orient Express, et ensuite d'autres acteurs comme le groupe Accor qui évidemment, alors en plus d'être héritiers puisqu'ils possèdent la marque, donc sont les héritiers on va dire d'un point de vue linéaire de l'Orient Express, et qui vont relancer un Orient Express mais qui lui n'aura pas une dimension nostalgique. Donc l'idée n'est pas de revivre une expérience dans des voitures des années 20 quasi à l'identique, mais qui va être une réinterprétation des codes de l'art déco et du luxe contemporain de ce qu'est aujourd'hui, ce que signifie voyager dans un train de luxe en 2026. Si tu devais résumer l'impact de l'Orient Express en une phrase, qu'est-ce que ce serait? Mais voilà, pour moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, l'Orient Express, c'est l'impact majeur, enfin, moi en tant qu'historien, c'est que c'est un sujet, un nom qui permet d'aborder une histoire presque totale. C'est-à-dire qu'on peut, avec lui, s'intéresser à l'histoire technique de l'innovation, l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire économique. Et donc ça, c'est vraiment une chose qui est très intéressante. Et l'autre chose aussi qui est importante et assez rare, c'est que en fait, c'est un nom, un train, mais c'est aussi une marque. Donc c'est une spécificité aujourd'hui qui fait qu'il y a plein d'enjeux autour de ce nom et plein d'acteurs qui sont autour de ce nom et de cette dénomination. Et avant de conclure cet épisode, est-ce que il y a un autre train qui te fascine particulièrement? L'autre train, c'est un peu classique, c'est vraiment le Transsibérien le Transsibérien et l'Orient Express sont a priori, je pense, les deux trains les plus connus au monde. Et vraiment, oui, le Transsibérien, il a un aspect absolument fascinant, encore plus fou de traverser un continent sur une aussi longue distance. Non, c'est vraiment l'autre train, moi, qui me fascine également.
Et merci beaucoup Arthur. Merci pour l'invitation. Avec plaisir et à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.